Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux à cette 24e, je crois, édition du tournoi d'éloquence de l'Institut Notre-Dame de Jupy, organisé par le Centre Charlemagne. Je vais commencer d'abord par un petit hommage. Tiens, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité tout à fait récente. Aujourd'hui, il nous a quitté Robert Badinter. Voilà, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, je crois, dans le générique. Robert Badinter, un des grands orateurs, évidemment, du XXe siècle, dont la parole a fait bouger les choses. Finalement, on est là un petit peu aussi dans cet esprit-là. Dans un monde, je ne vais pas faire de discours, hein, je vous rassure, ça va aller vite, mais dans un monde quand même où on est plutôt matraqué de slogans à l'emporte-pièce, ici à l'Institut, on propose quand même depuis maintenant pas mal de temps à nos jeunes élèves de prendre le temps, de rédiger un discours, de délier une pensée, et ça va peut-être même à l'encontre de la marche de la société. On est, je pense, assez fiers et contents de continuer à le faire. Voilà, et donc là, ici, on arrive à la finale de ce tournoi d'éloquence. Pour un peu resituer le principe, ce tournoi d'éloquence est ouvert à tous les élèves de 5e et de Réto, et ont eu lieu il y a une semaine d'ici, lundi dernier en fait, les qualifications. Donc il y a eu plus de 55 élèves, 5e et Réto confondus. Et alors on a choisi les 5 meilleurs discours de 5e et les 5 meilleurs de rhétorique que nous allons entendre ce soir. Ce matin, ces 10 finalistes sont arrivés à l'école, comme tous les vendredis matins, à 8h30. Mais c'était une journée un peu spéciale évidemment, puisqu'ils sont directement allés vers la médiathèque, où ils ont été enfermés toute la journée. Et ils ont été enfermés avec des choix. Ils ont dû faire un choix. Ils ont dû choisir parmi plusieurs citations une phrase à partir de laquelle ils allaient construire un discours. Ils l'ont rédigé durant toute la journée. Ils ont réfléchi ardemment. Et ils arrivent ce soir pour le prononcer. Évidemment, on se rend compte de la difficulté et du courage qu'il faut pour le faire. Donc déjà, première chose. Qu'est-ce que je dois dire encore à propos de ça? On est à la finale. Voilà, le déroulement, très simple. On va entendre d'abord 5 discours, une petite pause, le bar sera ouvert, et puis on entendra les 5 discours suivants. Encore une petite pause pour que le jury, dont je vais parler juste après, pour que le jury puisse donc délibérer et proposer donc le ou la grande gagnante du tournoi d'éloquence. Et le deuxième prix aussi. Et vous aussi, vous allez pouvoir participer d'une certaine manière, le public, puisque vous avez reçu en rentrant un petit bulletin avec le nom de chaque candidat, chaque candidate. Et à la fin donc, des 10 discours, vous pourrez vous-même voter pour votre discours préféré. Et puis on décernera le prix du public. Voilà, et donc le tournoi d'éloquence ne peut pas avoir lieu sans un jury qui est où? Qui est là? Non, ils vont arriver, je vais vous demander de venir ici juste sur scène. Voilà, merci. Je vais vous les présenter rapidement. Je croyais qu'ils étaient derrière moi. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous les présenter. Merci à eux. Ils prennent du temps pour venir pour le tournoi d'éloquence. Augustin Duquesne, qui est juriste et presque doctorant en droit. Voilà. Geoffroy Lumet, qui est un ancien élève de l'Institut, qui est président du Centre Charlemagne et qui est professeur de physique à l'Université de Liège. Cécile Firquier, avocate au barreau de Liège et toujours présidente du avocate au barreau de Liège. Voilà, merci Cécile. Alors Valérie Boca, qui est la présidente de l'association de parents. On les remercie aussi, on remercie l'association de parents puisque c'est cette association qui offrira le prix du public. Éline Simsek, elle est étudiante au HEC, mais surtout c'était la lauréate de l'année dernière de ce tournoi d'éloquence. Et enfin Thibaut Sacré, ancien élève également de l'Institut et avocat au barreau de Liège, je ne me trompe pas. Voilà, merci encore à eux. Et puis on va commencer directement avec les 5 premiers discours. Et la première, qui est un peu stressée, mais ça va aller, Iba Akiki. Voilà. Merci. Naomi Klein a dit « La politique a horreur du vide
si elle n'est pas remplie d'espoir, quelqu'un la remplira de peur. En politique, les hommes se bousculent pour occuper le moindre espace libre ou pour remplacer ceux qui ont délégué leur place car elle est toujours occupée, que ce soit par la peur, par l'espoir. Certains le font de bon cœur, mais d'autres, en revanche, veulent simplement le pouvoir et que leur état leur correspond. Maintenant, imaginez-vous être dirigé par un chef suprême qui décide de tout, qui choisit pour vous et que vous n'avez pas votre mot à dire. Cela peut sembler effrayant et injuste, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que cette situation peu amusante et très oppressante est une réalité omniprésente dans ce monde et que des millions de personnes subissent ce sort et vivent constamment avec la peur. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. La dictature politique existe depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité et continue d'exister. On peut trouver des exemples de dictatures remontant à l'Antiquité, comme l'Empire romain, où certains empereurs avaient un pouvoir absolu. Mais aussi des exemples de dictatures qui sont toujours d'actualité, comme en Corée du Nord, mais aussi en Russie, en Biélorussie et en Chine. La politique est pour moi comme un jeu, où seul le plus fort et le plus imposant en sortira vainqueur. Les citoyens soumis à une dictature ne peuvent guère exprimer leurs émotions, leurs idées ou même leurs opinions. Si leurs actions ne sont pas en accord avec la ligne officielle, leurs actes ne resteront pas impunis. Lorsque les dictateurs sont aux commandes du pouvoir, ils cherchent à imposer leurs idées et souhaitent que tout individu pense comme eux. Prenons simplement comme premier exemple 1933. 1933, date à laquelle la vie des Allemands a pris un tournoi inimaginable. Hitler rentre au pouvoir en opposant ses idées et en semant la peur dans les vies de tous les citoyens, et du moins c'est ce que nous dit cet ancien médecin allemand, Erich Fischer, dans son témoignage plus que poignant. Je vais tâcher, d'une main tremblante, de noter les événements qui sont gravés dans mon cœur en lettres de feu. Je veux les noter pour mon fils, afin qu'il puisse les lire plus tard, et savoir comment on nous a condamnés à cesser d'exister. Je veux tout écrire, tel que je l'ai vécu, seul et tremblant. Je veux écrire pour ne pas hurler dans le silence de la nuit. Lors des 12 ans d'Hitler au pouvoir, les Allemands ont été privés de liberté ainsi que de leurs droits fondamentaux. La liberté d'expression, de choix politique ou même d'association étaient des droits que nul d'entre eux ne possédait. Aujourd'hui, la dictature est encore très présente dans le monde. Elle n'a pas disparu et de nombreuses personnes encore ne peuvent prendre la parole ou même dire ce qu'ils pensent ou faire ce qu'ils veulent réellement. Ensuite, il y a aussi les personnes manipulées à cause de leur peur. Lorsque la politique manque d'espoir et se laisse envahir par la crainte, certains groupes, l'extrême droite en particulier, utilisent le vide créé en manipulant la société. Ils jouent de leur peur et des préoccupations des citoyens pour influencer leurs décisions politiques. Ils exploitent souvent les inquiétudes économiques, culturelles et même migratoires, car il y a en moyenne une augmentation de 52% par rapport à 2021. Les manipulations faites à l'extrême droite fonctionnent, car le score de l'extrême droite des pays européens augmente de plus en plus et se rapproche donc du pouvoir. Donc, si on laisse la politique être dominée par la peur, on risque de se retrouver avec des dirigeants qui nous manipulent et nous divisent. C'est pour cela
que nous devons tout mettre en œuvre pour que l'espoir l'emporte sur la crainte et la haine. Lorsque l'espérance est présente, les citoyens ont tendance à plus faire confiance et à rechercher tous ensemble, en s'unissant, des solutions pour résoudre les problèmes de la société. L'espoir peut avoir un impact considérable et contribuer à une vie meilleure pour tout le monde. L'espoir est promu dans la politique. Il crée un véritable engouement pour leurs idées et leurs visions. Et les habitants ont tendance à plus se diriger vers eux. D'autre part, certaines personnes se battent pour leurs droits et résistent au régime autoritaire ainsi qu'à l'oppression qu'ils subissent. Tout cela grâce à une seule chose, l'espoir. L'espoir fait vivre. Il redonne confiance aux êtres humains pour qu'ils se confrontent aux dangers et pour arriver à leur but. Mais surtout pour pouvoir vivre comme ils le veulent. Et pour conclure, je dirais que la dictature politique est un problème d'un temps de la nuit des temps et qui continuera d'exister, mais la notion d'espoir, elle, peut tout de même contrer la manipulation ainsi que l'extrême droite en construisant une société laissant place à la liberté d'expression. La tolérance ainsi que l'égalité. Il est donc important de remplir la politique d'espoir plutôt que de la laisser se remplir de peur. La dictature utilise la peur pour maintenir son pouvoir, mais l'espoir est une arme ultime pour le combattre. Je vous invite donc à prendre les armes. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là et de prendre la peine de nous écouter, mes condisciples et moi-même. Je vais essayer de changer un peu des discours trop sérieux et parfois barbants. Je vous invite donc à imaginer que mon discours est une sorte de voyage dans lequel nous allons faire plusieurs escales qui chacune vont traiter d'un aspect différent concernant l'impact qu'a le passé sur nos vies. Nous rejoignons donc ensemble un aéroport se trouvant dans l'État du Mississippi, pas loin de New Albany, ville dans laquelle est né William Faulkner, le célèbre écrivain qui a écrit la citation conductrice de mon discours « Le passé ne meurt jamais. Il ne faut même pas le croire passé. » Ensuite, nous montons dans l'avion et un message du pilote nous parvient. « Bonjour, bienvenue dans cet Airbus A350 dont je suis le commandant de bord. Je me nomme Nathan Scholzem, j'ai 16 ans et je suis étudiant ici à l'INDJ. Au nom de toute l'équipe présente à bord, je vous souhaite un agréable voyage. » Après les salutations de ce charismatique commandant de bord et une traversée paisible, nous atterrissons sur une île, sur laquelle je vais vous parler du premier sujet que je voulais aborder avec vous, l'idée collective de ce qu'est le passé. Vous serez d'accord avec moi pour dire que chacun d'entre nous s'appuie sur ce qu'il a vécu durant sa vie, afin de ne plus commettre les mêmes erreurs, de continuer ce en quoi nous avons toujours été bons. Et c'est tout à fait normal, puisque le but final est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ce n'est pas en perpétuant nos erreurs que nous allons y arriver. De plus, puisque nous vivons en société, il faut aussi prendre le passé des autres en compte, afin de savoir comment leur parler, quel goût ils ont, mais aussi et surtout quelles relations nous allons entretenir avec eux. Depuis que l'homme existe, c'est comme ça qu'il fonctionne. En effet, ce n'est un secret pour personne que c'est grâce aux actes de nos ancêtres que nous sommes arrivés à un tel point d'évolution. Depuis la nuit des temps, l'homme essaye, échoue, essaye encore, puis garde une trace de ce qu'il a découvert. C'est le principe même de l'existence. Alors, est-ce que notre cher William voulait simplement mettre en évidence ce fait en disant que le passé ne meurt jamais ? Vous comme moi savons qu'elle a un autre sens que celui-là. Alors, comme seconde escale à notre voyage, nous allons nous y intéresser à cet autre sens. Personnellement, je pense qu'il veut parler des éléments marquants dont nous nous souvenons, et non pas du passé plutôt ludique, dans lequel on vit par essais-erreurs, et où on découvre ce qu'est la vie. Ces éléments marquants sont loin d'être tous positifs, et c'est d'ailleurs, je pense plus que souvent, les négatifs que nous retenons en priorité. Il voudrait dire donc
que peu importe ce que nous ferons à l'avenir, nos actes passés auront toujours leur poids dans la balance du présent. Je pense que je vais me servir d'un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez donc un homme, marié depuis 10 ans, qui trompe un jour sa femme, après avoir un peu trop bu lors d'une soirée entre amis. Malgré ses 10 ans de fidélité et de bonnes actions, celle-ci le quitte, raconte ce qu'il s'est passé à son entourage et le voilà dépourvu d'une partie de ses connaissances, amis ou même de sa famille. De plus, s'il essaye de reconstruire une relation avec une autre dame, cette dernière sera soit dans le déni de son acte, soit dans la méfiance qu'il se réitère. Je pense que c'est l'exemple le plus clair que je puisse vous donner, et vous m'accorderez qu'il est on ne peut plus en rapport avec la citation. Alors voilà, un dérapage gâche 10 ans d'existence, et personne ne l'a vu venir. Mais maintenant, prenons un autre exemple. Un homme marié, depuis 10 ans, qui trompe sa femme après avoir un peu trop bu pendant une soirée entre amis. Celle-ci le lui pardonne. Ils restent donc ensemble, et ce jusqu'à leur mort, tout en gardant leur relation intacte avec leurs connaissances, amis et famille. Vous avez donc remarqué que ces deux exemples sont pratiquement les mêmes, mais en même temps qu'ils sont diamétralement opposés. Mais donc quel est le paramètre qui a fait pencher la balance? Eh bien, ce paramètre, c'est la destination finale à laquelle je voulais vous emmener dans ce discours. Le fait de relativiser, de finalement faire la part des choses entre profiter des acquis que nous a offert le passé et détériorer le présent en le laissant prendre le contrôle. Relativiser, c'est la meilleure arme à utiliser aujourd'hui, dans une société dans laquelle tout est dramatisé constamment pour attirer le regard, pour susciter de l'intérêt et pour faire du profit sur la naïveté des gens. Excusez-moi. Cela permet tout simplement aussi d'être plus en paix avec nous-mêmes et de, par la même occasion, être plus en paix avec les autres. Et cela semble logique, puisque dans l'exemple que j'ai donné précédemment, si la femme n'avait pas relativisé, la relation n'aurait pas continué. Mais là, au contraire, elle a su accepter l'erreur de son mari, se rendre compte qu'elle non plus n'est pas parfaite et que c'est comme ça qu'est faite la vie, de haut et de bas. Alors, pourquoi créer des bas quand on peut relativiser et faire que ça devienne un haut? Pourquoi accabler son fils de toutes les fautes lorsqu'il ramène un échec en maths, alors qu'en relativisant, on peut lui faire confiance pour le prochain test, l'aider, apprendre des choses ensemble et finalement passer un bon moment. Enfin, essayer du moins. J'ai conscience de la différence de gravité entre les deux exemples que j'ai donnés, qu'il y en aurait une infinité à citer entre les deux, mais c'était juste pour avoir du concret et que cela parle à tout le monde. Pour revenir sur la démarche de relativiser dans ces exemples, c'est seulement après une ou des remises en question parfois profondes qu'elle est possible. Alors, j'invite chacun de vous à l'effectuer. Même si, je vous l'accorde, il est parfois difficile de relativiser le fait de se faire voler 7 € pour regarder des guignols en train de parler de sujets compliqués qu'ils ne maîtrisent pas. Pour conclure, je pense pouvoir affirmer que le passé, c'est un peu le présent. Et que le présent, c'est un peu le passé. Saisir un instant, là maintenant, est impossible. Même si je vous parle maintenant, mes paroles sont déjà dans le passé. Et comme je vous l'ai développé précédemment, le passé fait partie intégrante de notre présent. Alors au lieu de les confronter, apprenons à les conjuguer l'un avec l'autre et à relativiser afin d'éviter les conséquences négatives de cette conjugaison. Enfin soit, mon discours touche à sa fin. Vous vous dites peut-être qu'il est court, mais relativiser sa durée. Est-ce vraiment grave qu'il soit plus de qualité que de quantité? Donc voilà, je vous laisse retourner à l'INDJ, mais seulement quand l'avion sera à l'arrêt. Attendez, revoilà un message du charismatique commandant de bord. Nous arrivons aux abords de l'INDJ. Veuillez garder vos ceintures jusqu'à l'arrêt total du véhicule. La température extérieure est d'environ 10 degrés. Et au nom de tout l'équipage présent à bord, merci d'avoir voyagé avec Centre Charlemagne Airlines. Mesdames, messieurs, chers jurys, bonsoir. Bonsoir? Nous sommes le soir, ça c'est certain. Mais bonsoir? Est-il sûr que c'en est un bon? Pour vous, c'est fort probable, puisque vous êtes en train d'écouter mon indubitable génie. Mais personnellement, si c'était vraiment un bonsoir,
je serais affalée sur le canapé, à regarder The Big Bang Theory avec ma maman adorée. Mon papa nous aurait fait de délicieuses pâtes carbo. Et nous jouerions au fabuleux jeu qui est le Trivial Poursuite. Et je les dégommerais tous, bien entendu. Bref, ça, ce serait un bon soir. Sauf que ce n'est pas le cas. En effet, je suis ici, devant vous, à tenir ce modeste discours. Pourtant, je suis très heureuse d'être ici. Je ne prends juste pas le temps de m'en rendre compte. Nuance. Oui, j'ai tendance à tellement spéculer sur chaque instant de bonheur que j'oublie d'en profiter. Tenez par exemple, j'ai déjà planifié toute ma vie, dans ses moindres détails, les bons comme les mauvais moments. En passant par ma remise de diplôme, par mon emménagement dans l'humble demeure que sera ma future maison, par ma retraite, et même par ma mort. Enfin non, faut pas exagérer. Je n'ai pas prévu de mourir, pas avant d'être heureuse. Mais, à force d'avoir tout prévu, je ne serai probablement jamais heureuse. Nous, disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais, a dit Blaise Pascal. Et c'est tout à fait vrai, du moins partiellement. En y réfléchissant bien, en me tenant devant vous ce soir, je suis heureuse. Oui, même si à première vue ce n'est pas le bonsoir que j'avais imaginé, avec ma série préférée et mes pâtes carbo. Vous m'écoutez avec contemplation, moi, dans cette splendide tenue. Mes parents et mes amis sont là pour me soutenir. Et j'ai eu l'honneur de partager un délicieux repas avec Madame Jadot. Ainsi, prenons le temps d'être heureux. Mais assez parlé de moi. Car on ne peut pas faire de conclusions trop hâtives à partir d'un seul exemple. Et oui, n'avoir la perspective que d'une personne sur 8 milliards, c'est absurde. Chacun a sa propre définition du bonheur. Si on va voir dans le Larousse illustré de 2013, le bonheur est un état de complète satisfaction et de plénitude, alors que pour Socrate, qu'on pourrait qualifier de Superman de la remise en question, merci Mariam, le bonheur n'est pas une question de pouvoir, ni de plaisir. Et heureux celui qui ne commet pas l'injustice. Ce sont tous deux des avis très divergents. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Pour cela, revenons à la véritable source. Car ce n'est pas nous, mais notre corps qui crée le bonheur. Pour le comprendre, il existe 3 hormones principales du bonheur. La dopamine, la sérotonine et l'endorphine. Pour vous donner un exemple concret, après avoir mangé une délicieuse tartine de pâté accompagnée de cornichons, nos intestins, s'ils fonctionnent bien, donneront une bonne dose de bonheur. Sauf pour ceux qui n'aiment pas le pâté. Peut-être alors se rabattre sur la choucroute? En bref, pour ce qui est de la question du bonheur, tout est relatif selon les idées de chacun. Mais, et vous? Êtes-vous heureux? N'est-ce pas cela le plus important? Être heureux? Mais malheureusement, souvent, quand quelqu'un atteint... Enfin, mais pour beaucoup, le bonheur est perçu comme un objectif à atteindre. Mais malheureusement, souvent, quand quelqu'un atteint enfin son objectif, il ne s'éternise pas dessus et s'empresse de chercher une nouvelle forme de bonheur. On ne fait alors que sauter de bonheur en bonheur, sans s'arrêter, souffler et profiter. Nous cherchons à le consommer. Encore une fois, pour donner vie à ces mots bateaux qui n'ont ni queue ni tête, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous dans la situation suivante. Vous êtes un fan incommensurable de Taylor Swift et vous travaillez avec acharnement chez un glacier jusqu'à ce que vous ayez réussi à épargner suffisamment d'argent pour enfin pouvoir acheter son dernier album. Avant de l'avoir, vous vous dites que c'est l'unique chose qui puisse vous rendre heureux. Mais dès l'instant où vous l'aurez, la vente des tickets de son prochain concert commencera et le bonheur tant désiré que suscitait ces albums s'évaporera pour laisser place à l'envie de cette nouvelle source de bonheur. Mais après cette envie de nouveau assouvie, vous voudrez une dédicace, un selfie, et vous finirez même par changer d'artiste phare et par devenir un fan incommensurable de Christophe Maé. Et vous chanterez avec lui. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ainsi, vous entrerez dans un cercle vicieux, vous poussant à vouloir toujours plus, sans jamais en profiter. Cet exemple prouve avec perfection mon idée,
et permet également d'aborder un point tout aussi important, le bonheur matérialiste. Car oui, dans notre monde, nous ne sommes souvent heureux que par la possession d'objets, donc des choses matérielles. On pense qu'en ayant la dernière paire de baskets en vogue, ou en ayant le dernier album de Taylor Swift ou de Christophe Maé, cela nous comblera de bonheur. En effet, il est plus facile de combler un vide par un objet que par quoi que ce soit d'autre. Des relations, des rêves, des moments. Par opposition, on a plus de facilité à rejeter la cause de notre malheur sur des personnes que sur des objets. Pensez alors à votre dernier moment de tristesse. Il est plus probable qu'il ait été provoqué par une personne que par votre Nintendo DS. On pourrait alors se dire que le bonheur se mesure en euros, et donc que cette perspective n'est pas si mal. Mais en vrai, le bonheur, est-ce que c'est vraiment du bonheur si on l'achète? Pour moi, non. Sa force est qu'il ne s'achète pas, et qu'il peut venir à n'importe quel moment. C'est ce qui fait sa beauté. Il est imprévisible. La preuve, il m'arrive même d'être heureuse à l'école. Je vous invite donc à être heureux dès à présent, à profiter de chaque instant, de chaque personne que vous aimez, de chacun de vos projets, même les moins importants. Parce que le bonheur qu'on prévoit ou qu'on s'achète ne s'avère jamais à la hauteur de nos attentes. Et pour faire les choses bien, pour être sûr que vous n'essayerez pas en vain d'acheter votre bonheur, je vous invite à vider le contenu de votre portefeuille dans une boîte en mon nom à l'accueil. Ainsi, peut-être, le bonheur vous sourira. Merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. En cette belle soirée d'hiver, vous êtes ici présents à m'écouter et je dois vous parler. Je dois vous parler d'une chose qui pourrait vous paraître anodine, mais détrompez-vous. C'est une chose d'une très grande importance. Vous vous demandez certainement quelle est cette chose. Je peux vous affirmer qu'elle vous définit. Vous pourrez y penser des heures et ne jamais la trouver, mais pourtant, elle pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais qu'est-ce que cette chose? Cette chose, c'est l'être. Plus exactement, être soi-même. Oui, c'est ça, c'est exact. Je suis, tu es, il est, nous sommes, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vous êtes certainement posé cette question des centaines de fois sans jamais y trouver une réponse claire. Et pourtant, je vous la repose encore une fois. Qui êtes-vous? Je vous invite à y réfléchir en vous laissant porter par mes mots. Et surtout, ensemble, nous chercherons à y trouver une réponse. Selon l'écrivain et sociologue Édouard Louis, nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Qu'a-t-il dit? Nous sommes ce que nous n'avons pas fait. C'est désormais mon tour de vous l'expliquer. Et je ne vais pas tourner en rond, parce qu'au fond, qui sommes-nous? Nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Et pourtant, si je suis ici, là, devant vous, c'est parce que j'ai fait. J'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai cherché, j'ai recommencé pour finir ici devant vous, à vous parler. Si certains d'entre vous me voient ici pour la première fois, c'est bien parce que je suis ici. Et pour être ce que je suis, vous excuserez le pléonasme, pour être ce que je suis, j'ai dû agir et faire des choix. Selon Sartre, l'homme est condamné à être libre. Et cette liberté implique qu'il a le choix. Et que, par conséquent, il se définit par ses actions. D'où le fait que Sartre nous dit que nous sommes ce que nous avons fait. Ce sont donc nos actions, bonnes ou mauvaises, qui nous définissent. Par exemple, imaginons ensemble que je n'ai pas choisi de participer à ce tournoi. Je ne serais certainement pas là, ici, en train de vous parler de ce que je suis et de ce que je fais. On nous disait que nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Mais ne serions-nous pas plutôt ce que nous avons fait?
Pour continuer, laissez-moi vous raconter une anecdote, une légende. Un beau jour, Albert Einstein était en cours et il s'est mis à écrire la table de 9 avant de faire une erreur et d'écrire que 9 fois 10 font 91. Ça ne devait pas être une lumière, cet Albert. Ses élèves se mirent à rire, justement comme il l'aurait voulu. C'est à ce moment-là qu'il leur aurait expliqué que malgré les 9 bonnes réponses qu'il avait données, seule la dernière, erronée, aurait fait parler d'elle. Ici, Einstein leur fit remarquer que malgré le fait qu'on agit souvent bien, on retient souvent ce qu'on fait mal. Un génie, cet Albert. Il faut bien comprendre ici que l'important est que les choses que nous faisons mal restent gravées dans l'esprit des gens et que ces gens peuvent mal nous définir parce que, vous l'avez compris, Albert Einstein ne s'est pas trompé. Il a fait croire qu'il s'était trompé. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est bien sa morale que je viens de vous détailler. Mais je me permettrai de la compléter en rajoutant une question. Est-ce que les autres ne retiennent-ils que nos erreurs? Peut-être bien, mais ce qui est vraiment important, c'est que toute chose qu'on ne fait pas bien salit notre image, et tel le battement d'un papillon peut avoir des conséquences, ces petites actions qui font tâche finiront peu à peu par nous définir. Mais donc, ne serions-nous pas aussi ce que nous ne faisons pas bien, ou plutôt ce que les autres pensent que nous ne faisons pas bien? Abordons désormais le sujet sous un autre angle, celui de la psychanalyse. Je vous rassure, ce n'est pas compliqué. En psychanalyse, on définit les actes manqués comme des actions, comme leur nom l'indique, des actions que, bien qu'on eût voulu les faire, inconsciemment, on ne les fait pas. Selon Freud, ces actes manqués nous définissent, car ils proviennent de notre intérieur, et donc de ce que nous sommes vraiment. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Encore une fois, imaginons-nous une situation de harcèlement. Certes, le harceleur a agi, et très mal. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas agi? Qu'en est-il de ceux qui, dans le silence, ont choisi de se taire? Ceux qui, pour préserver leur image, n'ont pas pensé au bien de la victime. Ceux qui auraient pu empêcher le pire. Ils sont ceux-là, ceux qui n'ont pas agi. Et dans ce cas-là, on pourrait bien dire que nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Mais cette inaction ne serait-elle pas, comme on l'a vu plus tôt, un acte manqué? Et que donc, il s'agirait d'une action, peut-être inconsciente, mais une action quand même. On l'a vu plus tôt. Une action, c'est bien les actions qui comptent, même si elles dépendent de nos choix. Mais attendez, on nous disait que nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Mais ne serions-nous pas également ce que nous faisons inconsciemment? Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, qui êtes-vous? Oui, chacun d'entre vous. Qui êtes-vous? Vous savez déjà que vous êtes là, à m'écouter, et probablement à vous demander qui vous êtes. Certains se connaissent très bien. Ceux-là sont ceux qui ne doutent pas, ceux qui sont remplis de confiance en eux, ceux qui, très probablement, sont les plus heureux. D'autres se connaissent un peu moins. Ceux-là sont ceux qui doutent un peu, ceux qui ne sont pas très sûrs. Attention cependant à ne pas être trop sûrs. D'autres enfin ne se connaissent pas du tout. Ceux-là sont ceux qui se perdent, ceux qui certainement cherchent à se connaître et cherchent certainement le bonheur. On voit ici toute l'importance de bien se connaître, car bien se connaître, c'est également se développer et c'est également apprendre à devenir de mieux en mieux. Il n'y a donc rien d'anodin à chercher à se trouver. Certes, la tâche n'est pas aisée et ce n'est pas moi ici qui vous dirai qui vous êtes. Mais à force de chercher, vous vous trouverez et vous vous comprendrez de mieux en mieux. Savoir qui nous sommes, c'est également savoir d'où on vient. Et surtout, savoir où on va. C'est ainsi qu'on se fixe des objectifs dans la vie et qu'on se fixe le but de notre vie. Je finirai par non pas vous dire qui vous êtes, car vous êtes tous uniques, vous êtes tous vous-même, mais par vous dire qui nous sommes,
car nous ne sommes pas ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes ce que nous avons fait, que nous l'ayons fait bien ou pas, que nous l'ayons fait consciemment ou pas. Mais finalement, notre être résulte de nos actions, de ce que nous faisons. Mais qu'en est-il de ce que pensait Édouard Louis? Nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Mais au fond, ne pas faire, ne serait-ce pas déjà faire? Je vous remercie, et surtout n'oubliez pas qui vous êtes. La bibliothèque, faiblement éclairée, répandait l'odeur des bougies entre les rayons de livres empilés. Le bâtiment était vide à une heure si tardive. L'entrée était fermée depuis longtemps et seule restait dans les lieux la réceptionniste, qui profitait de ces instants de calme pour découvrir les innombrables ouvrages entreposés çà et là depuis des siècles. Selon elle, la lecture représentait le savoir et le savoir était le bien. Grâce à lui, elle qui n'avait jamais aimé son prénom avait appris à l'apprécier. Alma, ce prénom qui parlait d'âme, de connaissance et d'élévation. Alma, elle le partageait avec des compositrices, des peintres et des athlètes. Un astéroïde même portait ce titre. Que pouvait-il y avoir de plus beau que d'être lié à des êtres d'exception, ainsi qu'à l'immensité du système solaire? Depuis qu'elle travaillait ici, Alma était privilégiée. Le savoir n'était accessible qu'aux élites de la société, le peuple étant trop occupé à se payer de quoi dormir et manger, pour perdre son temps à virevolter à travers l'unique bibliothèque du pays. Ainsi avait-elle découvert l'histoire, l'astronomie, la physique, et tant d'autres sujets qu'elle se voyait approfondir un peu plus chaque jour. Mais assez tergiversé. Comme le disait une philosophe dont elle avait lu les écrits la veille au soir, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et nous ne sommes pas ici pour parler astronomie, mais pour assister au plus grand drame de cette société, la naissance du mal. En effet, trop absorbée par la lecture d'un roman nommé 1984, elle n'entendit ni les pas s'éloignant de son dos, ni la porte se refermant derrière elle. Quand elle réalisa que l'odeur de brûlé semblait largement supérieure à celle produite par les quelques bougies allumées, il était déjà trop tard. Le bâtiment devant elle était avalé par les flammes. Le monde partait en fumée. La biologie, la musique, les langues et pire, l'histoire n'étaient désormais rien de plus que du combustible. Alma, elle, se trouvait là, impuissante face à la disparition des connaissances. Les seules restant désormais étaient celles de sa mémoire, et nous savons ô combien elle peut être faillible. Cela faisait des années déjà que la bibliothèque avait disparu derrière les cendres. Elle n'avait jamais pu retrouver le roman qu'elle lisait à l'époque. 1984 n'existait plus en chapitre, il était devenu réalité. Pas une seule librairie n'avait été épargnée, et ses voisins avaient peu à peu accepté leur nouvelle vie, surveillée à tout instant, morne de culture et vide de beauté. Ils ne connaissaient pas le monde d'avant. Comment auraient-ils pu prendre conscience des machinations du gouvernement? C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Qui avait écrit cela déjà? Elle se souvenait d'une Anna, dont le nom débutait par un A. Mais impossible de remettre la main dessus. Dans tous les cas, force était de constater qu'elle n'avait pas tort. En empêchant les populations de s'instruire ou de réfléchir, le gouvernement avait vidé leur esprit. Il était ensuite devenu bien simple de leur imposer une nouvelle réalité. Si l'on ne sait différencier le bien du mal, comment réaliser qu'il y a matière à se révolter? Alma avait vu les masses s'incliner devant les discriminations et les injustices. Elle avait assisté à la chute de la démocratie et à l'oubli même de sa définition. Elle-même se voyait, à contre-cœur, forcée de croire en ce qu'on lui apprenait sur le monde tel qu'il était devenu. Elle gardait des souvenirs du passé, bien sûr, mais comment être certaine que sa mémoire ne lui jouait pas un tour? Pire encore, comment vérifier que l'État survivait difficilement, mais bien mieux que ses voisins comme il l'affirmait?
quand les frontières étaient floues et interdites d'accès. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Il était désormais marqué au fer rouge, dans le conscient et l'inconscient de la population. Comment peuvent-ils se révolter contre la seule connaissance qu'ils possèdent? Moins on en connaît, plus on refuse de se remettre en question, au risque de perdre ses certitudes. Personne n'aime apprendre qu'il a été dupé de par sa propre ignorance. Vous, par exemple, cela ne vous est-il jamais arrivé de continuer à défendre ongles et bec une idée alors que vous veniez de réaliser que vous aviez tort? L'humain n'aime pas se tromper. Cela le fait se sentir vulnérable et crédule. Imaginez donc un monde dans lequel tant de gens sont dans l'erreur que cette erreur en devient réalité. Un tel monde était désormais celui d'Alma. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, car il est plus facile de planter une graine à un endroit si aucun arbre n'est déjà sorti de terre. Vous ne devez pas scier les branches ou le tronc, encore moins le déraciner, avant de pouvoir remplacer votre pommier par un cerisier. Si rien ne pousse, il suffit d'enfoncer la graine dans le sol, de l'arroser de temps à autre, et avec un peu de patience, vous pourrez bientôt déguster les cerises de votre méconnaissance. Alma refusait les fruits illusoires du gouvernement. Elle ne cherchait rien d'autre que la connaissance. Elle voulait le bien et non le mal. Mais il était plus difficile chaque jour de s'instruire, et le vide des esprits avait été remplacé par le mal depuis bien trop longtemps. Elle se rappelait vaguement du terme totalitaire, qui décrivait selon ses souvenirs parfaitement la société qui l'hébergeait désormais. Le monopole du gouvernement, la terreur instaurée par la police, le contrôle de l'information et des moyens de communication, et pire que tout, le maintien de la population dans l'ignorance. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Violente litanie qui ne cessait de la hanter. Elle aurait préféré l'oublier, faire le vide de son esprit pour permettre au cerisier d'être planté. La vie deviendrait si douce si elle perdait conscience du mal qui l'entourait. Combien de fois n'avait-elle pas hésité à se dénoncer, espérant que la punition serait assez douloureuse pour rendre son esprit malléable à souhait. Cela lui était pourtant impossible. Elle savait et ne pouvait se résoudre à abandonner. Elle ne connaissait pas la fin de 1984. Le roman se terminait-il avec une liberté retrouvée? C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, mais c'est aussi là que s'installe l'espoir. Elle ne savait pas si le roman se concluait bien, elle ne savait pas s'il y avait une chance que ce soit le cas pour elle, mais le vide de sa pensée avait laissé pousser non pas un cerisier, mais un gigantesque cèdre dont les aiguilles se dispersaient dans le vent, en murmurant que le savoir n'avait pas disparu, et qu'un jour, le bien s'inscrirait à nouveau dans les esprits. Merci de m'avoir écouté. Attendez, j'ai un problème parce que avec la lumière, il y a des trous dans le truc et du coup, je vois rien du tout. Super. Bon, on va improviser. Je ne sais pas, me suis-je dit avant de commencer ce texte, en tentant désespérément de choisir un thème avant que mes collègues choisissent un de ceux qui m'intéressaient. Cette phrase semble lamentable et lâche. Peut-être que vous avez même pitié de moi en ce moment même. Et pourtant, cette même phrase est la condition sine qua non de l'apprentissage et du développement. S'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de questionnement, et dès lors, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas, me suis-je répété encore et encore en écrivant ce même texte. Ça va encore plus loin que ça, je me le répète chaque jour, des myriades de fois. Devant mon interrogation en chimie, ou bien au rayon figurines dans les magasins. Papa, où est-ce que je dois ranger ce fichu plat? Dans ces moments de doute et d'incapacité, je me sens méprisé. Je pense qu'on me trouve tout bonnement misérable. Mais je ne souhaite pas m'excuser. Pour la plupart des gens, ne pas savoir est une faute. Une faute digne de la peine capitale pour les personnes aux comportements les plus draconiens.
Je ne tiens pas à implorer mes professeurs de me laisser une chance après mes moments de faiblesse. Loin de moi, cette idée. Mon seul souhait est de vaguement vous éclairer sur pourquoi le fait de ne pas savoir n'est pas si catastrophique dans notre vie de tous les jours, en espérant que les plus attentifs aient appris quelque chose et essaieront de ne plus tourmenter les malheureuses victimes du manque de savoir. Je suis convaincu que ce dit manque ne doit pas être source de médisance dramatique, mais de préférence une source de bienveillance sympathique. Je revendique le droit à l'ignorance. Je ne connais pas, ou encore, je n'ai pas encore vu ce film, sont des phrases que j'utilise régulièrement. Et ainsi, régulièrement, je me prends des remarques désagréables comme quoi j'ai un manque de culture incommensurable ou que ma vie n'a pas encore vraiment commencé sans cette référence. Je peux affirmer que ces personnes ne feraient pas de bons vendeurs. Ne trouvez-vous pas cela indignant, frustrant, voire complètement arrogant? Pourquoi devons-nous faire face à ces râles dédaigneux dès que nous n'avons pas les exactes mêmes connaissances que nos confrères? Je ne souhaite pas uniquement parler de film. Je place cette injustice à l'échelle de l'expression artistique en général, peu importe sa forme, voire à l'intégralité du savoir humain. La plupart des fois où je ne suis... J'arrive pas à lire, je vous jure. La plupart des fois où je me suis fait malmener mentalement par ces preuves d'orgueil laconique, j'étais gaiement pris d'intérêt pour ces œuvres qui m'étaient encore inconnues. Et mon ignorance a dès lors fait naître un dégoût à l'égard de celles-ci. Je n'ai plus d'envie particulière les concernant. Mon ignorance mérite-t-elle un tel mépris? Un professeur ne vomit pas sa haine sur un élève s'il ne sait pas la même chose que lui, que je sache. Enfin, tout dépend de l'enseignant. Pourquoi tourmenter les autres car ils ne savent pas? Ils ont certainement des connaissances pour lesquelles vous n'avez aucune honte de savoir. Ce qui est bien avec une personne qui ne sait pas, c'est qu'on peut lui apprendre. Ce n'est pas en crachant son venin sur elle qu'elle connaîtra mieux de quoi vous parlez. Elle n'en sera que plus abattue et écœurée. Tendez-lui la main. Expliquez-lui, donnez-lui envie. Chacun sait ce qu'il sait, personne ne connaît tout ce qu'il y a à savoir. L'important, c'est de partager. Après avoir parlé du tourment occasionné par les autres, j'aimerais m'exprimer sur le tourment que nous infligeons à nous-mêmes. L'idée reçue que l'ignorance est un péché nous amène à nous auto-flageller. Je ne saurais citer ô combien de fois, mais je me suis surpris à paniquer, car mon esprit voguait sur l'ignorance, tandis que mes congénères étaient ancrés sur le savoir. Je me sentais comme à moi que rien. Je ne me sentais pas légitime. Mes amis m'aiment-ils vraiment si je ne connais pas leur film préféré? Ma petite amie m'aime-t-elle vraiment si je ne sais pas faire cuire des pâtes? Tout tourne dans ma tête et je n'arrive plus à reprendre pied. Je doute de moi. Mon manque de savoir fait de moi un être ridicule et inutile. Grave erreur de ma part. Ce n'est pas mon ignorance le mal, c'est la peur du dédain des autres. Ça arrive à tout le monde de ne pas savoir après tout, et ce depuis la nuit des temps. Je ne sais pas fut très probablement l'une des premières pensées de l'humanité. Elle fit face à une chose, à un être, elle ne savait pas comment y faire face, car elle ne l'avait jamais vu. Que ce soit ce même être humain ou un autre, une réponse survint un instant, et après elle fut transmise de génération en génération. Quand vous voyez du feu, vous savez d'instinct qu'il est préférable de ne pas tenter de le câliner. C'est parce qu'un des nôtres, il y a un temps jadis, s'est fait appâter par la lumière tel un moustique. Pour comprendre le fonctionnement de n'importe quelle chose, et pour apprendre une information sur une autre, il faut nécessairement un trou dans notre pensée, une place pour conserver une donnée. Ainsi, l'ignorance est essentielle au développement et à l'évolution. Il faut bien démarrer d'un questionnement. En étant ignorant, nous sommes remplis de potentiel. Une page blanche a l'opportunité d'être recouverte de beaux dessins ou encore de jolis mots. Ainsi, je me demande pourquoi doutais-je de moi? Étais-je un idiot? En l'ignorant, j'avais encore toutes les chances de mon côté. Au final, je ne sais pas où je veux en venir. Je l'ignore. J'avais comme ambition de faire 3 arguments, mais je n'avais guère plus d'idées. J'ai énoncé les 2 points que j'estimais les plus importants concernant cette ignorance, le potentiel d'apprentissage et la volonté d'aide et de partage. Selon moi, il n'y a plus de raison pour revendiquer cette dite ignorance, ou c'est juste que je les ignore pour l'instant. Je possède une vision plus qu'optimiste sur la question, et je prie avec ferveur pour avoir touché les plus honnêtes personnes dans cette assemblée. En prenant en compte que le savoir peut être transmis avec bienveillance, et que c'est dans l'ordre des choses de ne pas naître érudit, nous avons toutes les cartes en main pour nous améliorer.
J'aspire à un monde où nos confrères humains ne jugent pas si facilement cette ignorance si logique. Il y a un proverbe chinois qui me tient à cœur qui dit « Donne un poisson à un homme et il mangera un jour, apprends à cet homme à pêcher et il mangera toujours. » Cela en dit long sur cette fameuse ignorance. À l'instar d'un adage bien connu, j'énonce fièrement que ne pas savoir, c'est le pouvoir. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Ainsi, étant donné mon ignorance quant à ma position et à l'utilité de mon discours, mon esprit a des trous. Celui-ci est une page blanche. J'ignore où cela va me mener. Mais je suis sûr d'une chose, je suis plein de potentiel. Il était une fois, dans un endroit complètement paumé de la Belgique nommé Jupille, moi, Jean Borsu, 16 ans. Ma mère et mon père me disent depuis que je suis tout petit « Travaille, c'est pour ton bien ». Moi, le travail, ça ne m'inspire pas. Déjà, quand je n'étais pas plus haut que 3 pommes, travailler était déjà un supplice pour moi. Heureusement, en primaire, même en travaillant le minimum du minimum, j'arrivais à avoir des excellents points. Et c'est quand j'ai commencé à dépasser les 10 ou 11 pommes que les ennuis ont commencé. Je ne pensais qu'à la cour de récré. Le reste m'importait peu. Je pensais, comme l'a dit Miguel de Cervantes, que l'homme qui travaille perd un temps précieux. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai commencé à comprendre que je me devais de travailler à partir de ma rentrée en secondaire, car, en maths, avec M. Delobes, c'était impensable qu'il n'y ait pas au moins une définition dans son interrogation. Alors, en voyant mes résultats, j'ai commencé à essayer quelque chose de nouveau pour moi. Cette chose s'appelait l'étude. Mais en avançant dans ma vie, pas à pas, je me suis rendu compte qu'avoir le maximum des points dans mes bulletins ne serait plus faisable. Alors, je me suis donné un nouvel objectif. Mon objectif est d'aller à 90%, plus ou moins. Et puis, 70%. Et maintenant, j'en suis à 60%, sans vraiment travailler, car j'ai commencé à avoir un nouveau sentiment. Ce nouveau sentiment s'appelle la flemme. La flemme de faire bien mon travail, car je trouve que ça ne m'apporte rien, que ça me fait perdre mon temps. Jeff Tuch a dit « des frites, des frites, des frites, des frites, des frites ». Ah non mince, c'était pas cette phrase-là que je devais dire. La phrase est « je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire ». Je ne sais pas comment il fait pour ne rien faire, mais moi, je n'y arrive pas. Je sais comment on fait pour ne pas travailler, mais je ne sais pas ne rien faire. Car même en arrêtant tout ce que je fais, je suis obligé de penser à ma vie, à mon passé, mon présent et mon futur. Donc, je ne fais pas rien. Moi, mon temps, je l'utilise pour rêver. Rêver d'explorer le monde, ou même l'univers. Rêver d'un monde meilleur ou de me téléporter n'importe où, même sur une autre planète. C'est ce que je fais souvent en classe, rêver. Donc, si je reprends tout, le travail me fait perdre mon temps, car il m'empêche de penser à autre chose qu'à celui-ci. Mais en quoi ce temps est-il précieux ? Il est précieux quand on l'utilise à bon escient. Mais qu'est-ce qu'utiliser son temps à bon escient ? Pour moi, cela renvoie à faire quelque chose que j'aime. Par exemple, moi, je l'utilise pour me dépenser au volet, faire de la pâtisserie, ou encore regarder quelque chose à la télé. Par contre, pour la société, utiliser son temps à bon escient, c'est gagner de l'argent. On dit aussi que le temps, c'est de l'argent. Cela veut dire que pour gagner de l'argent, il faut aussi bien gérer son temps. Ma grand-mère, quant à elle, dit souvent « tout travail mérite salaire », et elle a bien raison. Je dirais que salaire, dans cette phrase, est une métaphore,
Car moi, je ne vais pas parler d'argent quand je vous parle de salaire, mais bien de récompense. Quand je fais du volley, cette récompense est physique, car tout mon corps travaille, et après avoir fait ce travail, je suis fier de l'avoir fait. Alors, vous me demanderez sûrement pourquoi je suis content de ce travail et pas de celui de l'école. C'est simple. Je prends du plaisir à me surpasser physiquement au volley et pas intellectuellement à l'école. J'ai l'impression que le travail à l'école m'explose le cerveau. Tandis que dans un hall omnisport, dans la cuisine ou face à la télévision, je suis détendu et libéré de tout travail. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un acharné du travail, mais il existe des personnes qui ne sont absolument pas d'accord avec moi sur le fait que l'homme qui travaille perd un temps précieux, car, pour eux, le travail, c'est la vie. Et sans travail, pas de salaire. Eux ont interprété la phrase de ma grand-mère au pied de la lettre. Donc, ils s'acharnent à travailler jour et nuit jusqu'à ce que leur travail soit parfait et afin d'avoir leur compte en banque bien rempli. Maintenant que je suis grand comme un petit pommier et que je vais bientôt rentrer dans la vie d'adulte, je suis conscient que je vais devoir un peu travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais j'espère quand même, pas trop, pour ne pas perdre ce temps si précieux à mes yeux, et pour encore pouvoir faire mes passions, ou sortir avec mes amis, ou tout simplement continuer à rêver de tout et de rien. Pour conclure, quand je serai Jean Borsu, le grand et vieux pommier de 70 ans, j'espère avoir été comblé par cette vie de travail et de passion, et que j'aurai enfin le temps de passer mes vieux jours à regarder les saisons s'enchaîner et les fruits de ma vie et de mon travail pousser. Merci pour votre attention. Cher public, chers membres du jury, bonsoir. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment serait votre vie si vous possédiez tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir? Je ne peux qu'imaginer une réponse telle que « Ah, je serais la personne la plus heureuse au monde ». Et cela se comprend. Cependant, laissez-moi vous énoncer une phrase qui vous fera sans aucun doute réfléchir. La richesse d'un homme se mesure au nombre de choses dont il peut se passer. Henri des Thoreau, de son vrai nom David Henry Thoreau, est un philosophe, naturaliste et poète américain. Il écrivit cette phrase dans son livre intitulé Walden, ou La vie dans les bois, qu'il publia en 1854. Dans son livre, il raconte son séjour en forêt, durant lequel il habita dans une cabane pendant 2 ans. À travers son œuvre, il nous présente ses pensées, ses observations et nous dévoile également que la nature n'est pas qu'arbres et animaux, mais qu'elle joue aussi un rôle important dans la vie des hommes et peut les aider à se renouveler, à se métamorphoser. Nous sommes maintenant près d'1 siècle plus tard, et son œuvre résonne toujours dans les esprits, notamment dans ceux des penseurs écologistes modernes, qui voient en ce livre le retour de la nature et de la conscience environnementale. En effet, Thoreau est considéré comme le père de la décroissance, avec pour cause ses propos qui présentent une manière de vivre alternative à celle que l'on considère comme étant la bonne. Il nous montre que vivre avec moins et plus simplement ne nous rend pas malheureux. Au contraire, la nature possède ce don de rendre les gens heureux au travers de différentes manières. Par exemple, la plateforme pour la littérature scientifique Science Directe publia en 2018 la revue Health and Place, qui nous dit que plusieurs études observent une réduction du stress et de la dépression, mais aussi une amélioration de l'estime de soi, du sentiment du bonheur, ou encore bien d'autres, purement favorisés par l'environnement naturel qui nous entoure. La nature peut également nous guérir, en prévenant certaines maladies ou en réduisant notre douleur. Malgré tout, encore nombreux sont ceux qui ne voient le bonheur que dans les choses matérielles et futiles. C'est pour cela que je pense pouvoir déclarer que c'est probablement la raison de la dégradation de la planète. En effet, lorsque l'homme ne considère pas une chose comme utile et importante à ses yeux, il ne s'en occupe tout simplement pas. Mais je suis d'accord, certaines personnes prennent conscience que la nature n'est pas là pour décorer, mais qu'elle permet à notre espèce de vivre et régule correctement la Terre. Cependant,
Nous sommes près de 8 milliards sur Terre. Et malgré les quelques milliers de gens essayant de faire changer les choses et de soigner la planète, il en reste encore énormément qui n'en ont que faire. Comme dit un jour Échille, il est dans la nature de l'homme de piétiner ce qui est à terre. Mais n'oubliez jamais que sans elle, nous ne serions vivants à l'heure actuelle, car elle nous porte depuis le début et continuera de le faire jusqu'à ce qu'elle atteigne son point de saturation. C'est pour cela qu'il est impératif de la considérer comme une richesse et d'en prendre grand soin. L'anthropologue français Claude Lévi-Strauss déclara en 1955 que ce qui empêche l'homme d'accéder au bonheur ne relève pas de sa nature, mais des artifices de la civilisation. Cette phrase ne parle-t-elle pas d'elle-même? Bien sûr que si. L'évolution de la vie sur Terre nous a été bénéfique, certes, mais sur certains points, pas vraiment. L'homme, qui a acquis des milliers de choses au cours des siècles, ne peut s'imaginer revivre comme à l'époque des hommes des cavernes. C'est inévitable, car nous sommes habitués au luxe et au confort. La raison est simple, comme le dit Strauss, ce sont les artifices de notre civilisation qui nous empêchent d'accéder au bonheur. Eh bien oui, quand on y réfléchit, si les télévisions, les vêtements de designers ou encore les consoles de jeux n'existaient pas, ou si les pubs pour ces produits n'étaient pas diffusés, nous ne pourrions pas convoiter ces biens. Et si les réseaux sociaux n'avaient jamais été créés, nous ne pourrions envier ceux qui voyagent constamment ou qui consomment excessivement, tout simplement car nous ne serions pas au courant. Mais ces choses existent bel et bien, et peuvent plonger des personnes dans des états mentaux épouvantables, car elles pourraient être rongées par le regret de ne pas pouvoir posséder ces biens qu'elles considèrent comme le saint Graal de leur vie. Malheureusement, nous ne pouvons changer le cours de l'histoire. Il ne nous reste qu'à l'accepter et à aller de l'avant, mais tout en essayant de l'améliorer afin que notre futur soit plus beau. Pour finir, je vais vous parler du cœur et de nos sentiments. Je ne pense pas être la seule à considérer la bonté des gens comme une de leurs qualités majeures et donc une de leurs richesses. Lorsqu'une personne est capable de comprendre, de consoler ou encore d'aimer quelqu'un, cela prouve qu'elle fait preuve de générosité, d'altruisme et montre un intérêt à l'autre, ce qui ouvre une porte vers le bonheur et l'entente. Et c'est essentiel à l'être humain. En effet, il a besoin de relations pour se sentir bien et vivre une vie correcte et non morose. Sans les autres, nous ne serions pas ce que nous sommes, car ils nous font grandir, nous rendent plus forts et rien que par leur présence comblent notre vie. Sans eux, nous ne serions pas heureux. Nous ne pourrions donc certainement pas nous en passer. Pour conclure, il est clair que nous voulons tous obtenir certaines choses qui relèvent de la futilité. L'homme, de nature rêveuse, ne peut imaginer sa vie sans quelconque artifice. C'est un besoin essentiel pour lui, car il ne réalise pas encore que même sans ces choses, sa vie serait tout aussi belle. Mais si l'on prend un moment pour se poser et réfléchir à ce qui nous rendrait vraiment heureux, le matériel n'en ferait pas partie. Au fond de nous, nous le savons, mais il est difficile pour l'homme d'accepter que la nature seule pourrait le combler. C'est pourtant le cas, et c'est pour cela qu'il faut la préserver. Je terminerai avec une phrase prononcée par Bob Marley, qui nous dit que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. Alors, ne pensez-vous pas que l'on devrait qualifier les gens de riches pour ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et non pas pour ce qu'ils possèdent? Merci de m'avoir écouté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers jurys, bonsoir. Quitte à tout faire à l'envers, envers et contre tous, je commencerai ce discours par la fin, par l'aboutissement de ce qui aurait dû être une question existentielle. Peut-être bien que la vie est en fait un rêve éveillé. Peut-être que rien n'existerait vraiment autour de moi, et peut-être même que je ne suis moi-même qu'une fiction. Peut-être bien, ou peut-être pas. Alors dès le début, je ne sais pas trop quoi penser. Je sais simplement que quelle que soit l'issue de ce débat, il y aura au moins une chose dont je suis absolument certaine. Une chose que je ne risque pas de remettre en question. En doutant de tout, je suis en train de vous parler. Et en m'exprimant, j'existe. Donc par conséquent, je suis le produit de ce que je fais.
c'est-à-dire de me tenir devant vous ce soir et de vous parler en toute sincérité. C'est déjà un bon point de départ. Alors ce soir, face à vous, je savoure l'instant et je m'avoue la vérité suivante que je regarde droit dans les yeux. D'après Édouard Louis, nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Mais je me permettrai de nuancer cette phrase pour la rendre un peu plus réaliste, et je dirais plutôt que nous sommes ce que nous n'avons pas encore fait. Car oui, l'homme n'a en réalité pas encore tout découvert, il n'a pas tout expérimenté. Désolé de vous l'apprendre, mais nous sommes de simples ignorants. Nous nous vantons continuellement, croyant tout savoir sur tout, croyant avoir raison à propos de tout, mais en réalité, nous ne savons rien. En tout cas, nous ne savons pas encore tout. Car oui, il y a des personnes prodiges, des personnes prodigues, des hommes qui naissent égaux et certains qui naissent avec un ego supérieur. Tenez par exemple, on nous vend des livres qui nous expliquent comment devenir riche en 4 heures, alors que la personne qui a elle-même écrit le livre a passé 4 heures à l'écrire pour au final le vendre et devenir riche. Dès lors, ça paraît si simple et possible, puisque nous sommes ce que nous n'avons pas encore fait. Il est tout à fait possible de devenir riche en seulement 4 heures. Après cet éclaircissement qui n'est pas à en négliger l'importance, revenons à notre idée de base. Nous sommes ce que nous n'avons pas encore fait, donc autrement dit, nous avons une infinité d'occasions pour entreprendre. Et autrement dit, une infinité d'occasions d'entreprendre, je dis, et il n'y a pas d'action sans une chose capitale, évidente pourtant, qui est la prise de décision. Indéniable donc, les seules choses sur lesquelles nous pouvons avoir un contrôle, ce sont nos décisions. Et ce sont elles qui nous façonneront en tant qu'individus. Nos décisions, à elles et elles seules, font ce que nous sommes. Pour vous représenter cela, savez-vous que dans une journée, il y a 1440 minutes, donc 1440 opportunités de pouvoir prendre une décision, bonne ou mauvaise, qui fera de nous ce que nous sommes. Un autre point qui participe à la recette du soi est que nous sommes ce que nous n'avons pas encore fait, mais aussi et surtout que nous pouvons réaliser parce qu'on croit pouvoir le faire. Croire que c'est possible, avoir l'espoir et la conviction profonde que c'est réalisable, voilà donc un point à ne pas négliger. Car oui, il s'avère que le seul moyen de réaliser l'impossible, autrement dit ce que nous n'avons pas encore fait, c'est tout d'abord d'y croire que c'est possible. Mais croire comment? Car ce mot susciterait des réactions affectives diverses. N'avez-vous jamais entendu parler de l'histoire de cet homme appelé Mitchell? Il roulait sur l'autoroute à du 120 km/h lorsque cela se produisit. Sur le bas-côté, quelque chose attira son attention et quand il se retourna pour regarder à nouveau dans le sens de la route, il ne lui restait plus qu'une seconde pour réagir. Il était presque trop tard. L'énorme poids lourd qui le précédait avait pilé de manière tout à fait imprévisible. Réagissant aussitôt pour échapper au désastre, il fit faire à sa moto une glissade qui lui parut interminable. Et comme dans une séquence de film au ralenti, alla s'encastrer sous le camion. Le bouchon du réservoir de la moto sauta en l'air et le pire se produisit. L'essence se mit à couler et s'enflamma. Ensuite, il se souvient seulement de s'être réveillé dans un lit d'hôpital, avec une douleur cuisante, incapable de bouger et osant à peine respirer. Le verdict est sans appel, irrévocable. Il a les 3/4 du corps couverts de terribles brûlures au 3e degré. Et pourtant, il a décidé de ne pas baisser les bras. Il se bat et essaye de se relever pour survivre. Jusqu'au jour où il est frappé par un nouveau coup du sort, un accident d'avion qui fera de lui un hémiplégique. Il se produit dans toute une vie de chacun d'entre nous, chez vous, chez moi, des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources. Un moment où l'existence paraît injuste, un moment où notre foi, nos valeurs, notre patience, notre compréhension, notre endurance sont poussées à leurs limites et même au-delà. D'une part, certaines personnes profitent de ces événements obscurs pour en tirer le meilleur et devenir meilleurs, comme ce fut le cas pour Mitchell. D'autres laissent ces expériences les détruire. Je ne peux aborder ce sujet
sans mentionner une impression que nous ressentons, oui, que chacun d'entre nous a déjà pu éprouver. Avez-vous déjà eu l'impression que tout marchait comme sur des roulettes? La sensation que vous ne pouviez commettre aucune erreur, la fois où vous êtes surpris vous-même à accomplir un acte héroïque dont vous vous croyez incapable. Ou justement, peut-être avez-vous aussi fait l'expérience inverse, connu de ces journées où tout rate, où l'on est incapable de faire un geste que l'on fait habituellement si facilement, où tout semble aller de travers. Qu'est-ce qui a changé? Vous étiez pourtant la même personne. Pourquoi obtenez-vous tantôt des résultats satisfaisants et exceptionnels et tantôt des résultats catastrophiques? À cela, il existe une réponse simple, classique, convenue, prouvée et inéluctable. Et elle n'est nulle part ailleurs qu'en nous. Oui, la réponse est à notre portée et elle se met en chacun d'entre nous. Quand Mitchell a appris que 75% de son corps était couvert de brûlures, il avait le choix d'interpréter cette information de différentes façons. Y voir une raison de mourir, une solution que la plupart d'entre nous auraient adoptée, ou bien, comme il l'a fait, de se dire que cela était arrivé, qu'il ne pouvait rien y changer, et qu'il pourrait en faire ressortir de nombreux avantages. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est ni bon ni mauvais en soi. La valeur d'un événement dépend de la façon dont nous nous le représentons. À ce sujet, deux thèses s'opposent rageusement. Nous pouvons voir les choses de manière à ce qu'elles nous mettent dans un état constructif, ou bien faire le contraire. Tout dépend donc de notre point de vue. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que nous ressentons, malgré la répression et les oppressions, les discriminations et les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations et le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, on n'est pas condamné à faire ce que l'on nous impose de faire, à ne pas évoluer et à ne pas nous améliorer à notre rythme sans en recevoir les directives, à nous façonner par les choses qui nous fascinent. C'est pour cela que je ne peux vous dire qu'un seul mot, le seul et dernier mot qui me viendra à l'esprit, le même mot que pour conclure, celui que je donnerai ce soir à mon audience, qui le rattrapera et prendra la décision d'en faire ce qui lui semble de meilleur, parce que finalement, je suis persuadée que nous sommes ce que nous n'avons pas encore fait. Ce dernier et unique mot est « vivez ». Mon réveil sonne, il est 6 heures. Mes oreilles sont chatouillées par cette douce mélodie qu'est le vacarme incessant de cette sonnerie. Je me lève difficilement, je vais à la salle de bain et me contemple un peu dans le miroir. Les cheveux désordonnés, les cernes qui tombent jusqu'à ma bouche, la fatigue dégouline sur mon visage tout comme le fait ce fil de bave au coin de ma bouche. Ce visage, plus pâle que celui d'un spectre, car hier je suis allée faire la fête, mais je ne pensais pas qu'en chantant les démons de minuit, j'allais moi devenir un démon de ma nuit. Malgré tout cela, je me dépêche de m'habiller. Car si moi, j'ai attendu que les bus ne soient plus en grève, eux ne m'attendent jamais le matin, même quand je suis en galère. J'arrive à l'école, avant même que les grilles soient ouvertes, et j'attends. 8h30. Je vais suivre le premier cours de cette journée qui me promet d'être interminable, et oui, je commence par le cours de religion. J'enchaîne ces 8 heures, plus longues les unes que les autres, mais ayant ce point commun d'être toutes rythmées par ces cacophonies de sonneries qui, elles aussi, ont l'air de subir des journées pleines de bémols. 16h30, je cours jusqu'à mon bus. Je parviens de justesse à rentrer dedans, mais je suis obligée de rester debout, ma tête calée sous l'aisselle d'un homme qui a l'air d'avoir fait un triple marathon, et cette pénible maman qui se met à crier au téléphone que Bernard l'a trompée avec Marion. Elle le traite d'incapable et d'insupportable, et oui, apparemment, Bernard avait quelques kilos en trop. Une fois rentrée, je dois m'empresser de monter faire mes devoirs, car 8 heures de travail ne sont pas suffisantes. Maman m'appelle pour que j'aille manger, et voilà qu'il est déjà 10 heures, l'heure d'aller me coucher. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, je veux vous dire que je n'en peux plus.
Oui, je ne peux plus supporter ce train-train quotidien. Et je sais que nous sommes nombreux à haïr cette routine. Constamment, dans nos référentiels, nous subissons des journées de dur labeur alors que nous n'avons même pas encore, que nous ne sommes pas encore entrés dans le monde du travail. Je m'imagine celui-ci comme étant une tâche pénible et c'est pourquoi je voulais vous montrer ce soir que le travail n'est pas si bon pour nous. Nombreux d'entre vous doivent penser que le travail est très important car il nous permet d'obtenir de l'argent afin d'acquérir tout ce que l'on souhaite. Et vous n'êtes pas les seuls. En effet, Jean de La Fontaine était du même avis que vous. Il en a même fait l'éloge dans sa fable « Le laboureur et ses enfants ». Il commence ainsi. « Travaillez, prenez la peine !» Et il finit avec ces mots. « Le travail est un trésor. » Nous pouvons ainsi penser que celui-ci était un adepte du travail et que jour et nuit il s'acharnait dans les champs à cultiver ses fruits. Et pourtant, nous pensons que La Fontaine copiait d'anciens textes ou fables d'Ésope. Qu'y a-t-il de plus flemmard et de plus profiteur que de copier les textes de ses prédécesseurs? Lui aussi était finalement d'accord avec moi, le travail est une perte de temps. Mais vous? Oui, vous travaillez tous les jours, en vous disant que plus vous travaillerez, plus vous gagnerez. Mais gagnez quoi au juste? Dites-le-moi. De l'argent? À quoi bon gagner tout cet argent si vous n'avez pas le temps d'en profiter une fois rentré chez vous? Imaginez. Vous avez enfin pu acheter la piscine de vos rêves. Vous avez travaillé durant ces mois pour cela. Vous avez évidemment hâte de la montrer à tout votre entourage qui se résume finalement à votre patron et vos collègues. Mais qui tentez-vous d'impressionner? Ceux-ci ont certainement des bassins 2 fois plus grands dans leur villa 2 fois plus immense que la vôtre. Les jours passent, vous mettez quelquefois les pieds dans l'eau, puis vous en êtes déjà las. Vous changez donc d'objectif. Maintenant, vous voulez la voiture de vos rêves. Vous recommencez à travailler comme un acharné afin de vous l'acheter. Nuit et jour, vous courez après ces chèques, vous en rêvez. En réalité, vous êtes maintenant enfermé dans cette spirale de la recherche de vos futurs biens. Vos objectifs sont, une fois acquis, une jouissance immense, mais aussitôt, votre plaisir redescend car maintenant vous voulez autre chose, vous souhaitez plus, toujours plus. Vous ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Tous ces plaisirs sont éphémères et finalement, vous perdez votre vie à vouloir trop la gagner. L'homme qui travaille perd un temps précieux, nous dit un jour Miguel de Cervantes, grand écrivain espagnol du XVIe siècle. Peut-être vous dites-vous que cette phrase est une phrase de chômeur, mais comme je vous l'ai dit, il était espagnol et pas wallon. De Cervantes nous affirme ici que travailler, c'est perdre son temps. Et je suis d'accord avec lui. Non, je ne dis pas ça pour que nos professeurs arrêtent de nous programmer des tests et interros. Enfin, peut-être que si. Mais bien parce qu'en moyenne, les salariés doivent travailler 38 heures par semaine. 38 heures durant lesquelles ils doivent supporter les collègues envahissants et quelquefois non respectueux. 38 heures durant lesquelles ils doivent s'acharner à finir leurs tâches, auquel cas contraire, ils devront effectuer des heures supplémentaires. 38 heures durant lesquelles ils se fatiguent et s'éteignent petit à petit. Le quart des incapacités de travail sont dues au burn-out ou à la dépression en 2021. En 2016, 1,9 million de personnes se sont suicidées à cause de leur situation de travail, nous déclare l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, en parlant de travail, nous étions avertis. Le mot « travail » vient du mot « trépaliare » désignant un instrument de torture. Et oui, les patrons se plaisent dans leur rôle de chef d'orchestre à nous faire chanter, à surmener ces travailleurs pour faire toujours augmenter les chiffres d'affaires. Pourquoi travaillons-nous alors si tant de mauvaises choses lui sont associées? Dans cette société capitaliste, adulant l'or, nous courons tous après l'argent, mais nous ne recevons même pas la médaille de bronze. Se tuer à la tâche pour vivre comme si l'on était exploité est extrêmement dévalorisant. Ce travail est usant, physiquement et mentalement, et voir qu'une trop faible récompense nous attend, après ces longues heures acharnées, ne peut nous faire gagner qu'une dépression. Elle est aussi une perte de temps sur notre vie. Celle-ci nous fera vivre des moments de survie
durant lesquelles rien ne va et pendant lesquelles on ne sort pas de son lit. Elle est une perte de temps, une perte d'instant, une perte de vie pour celles et ceux qui se l'ôtent à cause de la maladie. Pour finir, j'aimerais parler de cette perte de temps précieuse qu'est le travail selon Miguel. Le temps, c'est peut-être de l'argent, mais ces heures de travail puis de repos représentent des moments durant lesquels vous ne pouvez pas profiter de votre vie. Ce sont des heures durant lesquelles vous ne les passez pas avec votre famille ou vos amis. Ce sont des heures qui nous font certainement perdre ces relations. Enfermés dans cette routine quotidienne, nous ne laissons pas la place à autrui. Constamment obnubilés sur ce que nous devons faire et sur nos tracas professionnels, nous devenons en quelque sorte égoïstes, ne pensant qu'à nos problèmes. Nous sommes tantôt désagréables à cause de stress constant qui nous dévore, tantôt trop fatigués pour sortir encore et encore. Mais pourtant, nous savons ô combien l'être humain a besoin de ces relations. Et oui, je l'ai appris durant mon cours de religion. L'homme doit exister à travers autrui. Pour vivre, il faut que l'autre me donne cette possibilité en me voyant ou en me parlant. J'ai donc besoin de cet autre. Dans ce business relationnel, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons de la chance. Ces relations sont toujours soldées au rayon de l'autre. Pour manger, nous n'avons besoin de ne rien dépenser, mais uniquement de nous nourrir de ses pensées. Pour boire, rien de plus que le reflet de son regard qui me permet de me voir dans ce beau miroir. Pour me vêtir, seulement des paroles échangées qui nous permettent de nous instruire. Parce que les autres, c'est ça aussi. Ce sont ces êtres qui, chaque jour, nous informent de leur humeur, chaque jour nous apprennent leurs amours et leurs peurs, chaque jour nous consolent de nos erreurs. Y a-t-il des moments plus précieux que se passer à leur côté? Ces personnes qui, petit à petit, deviennent vos amis, seront toujours là pour vous, et ce sont ceux qui, devant votre tombe, seront à genoux. Mais dites-moi, qui viendrait sur la tombe d'un ami qui a passé plus de temps au travail qu'avec lui? Pour conclure, j'aimerais vous rassurer en vous disant que je ne suis pas fataliste et sur la question du travail. Je ne veux pas que vous m'imaginiez assise au sol durant mes 50 prochaines années parce que je ne veux pas aller travailler. Le travail est évidemment nécessaire pour notre société, mais celui-ci ne doit en aucun cas nuire à la condition de vie et aux relations sociales de ceux qui y participent. Nous devrions pouvoir faire quelque chose qui nous plaît, sans prendre le travail comme une torture ou comme un dur labeur. Je pense maintenant, après vous avoir parlé durant ces quelques instants, que cet exercice a été prolifique pour moi. Mais je dois vous avouer que ce soir, j'ai assez travaillé. Merci de m'avoir écouté. Voilà, on a entendu donc les 10 finalistes, bravo encore à eux pour leur travail évidemment, pour leur courage aussi de venir ici devant vous. Alors on a besoin aussi de votre participation maintenant, vous allez pouvoir voter, vous avez votre petit bulletin de vote, vous mettez une seule personne, un seul discours, et notre gentille hôtesse, Monsieur Oblinger, vous pourrez mettre votre bulletin dans son urne. Voilà. On va aussi permettre au jury de délibérer, de se retirer pour délibérer quelques instants. Je crois que le bar aussi est ouvert et puis on se retrouvera juste après dans quelques minutes. Merci, à tout à l'heure. Voilà.
Ça y est, le jury a délibéré. Alors ça a vraiment été, et c'est pas un cliché de le dire, ça a vraiment été compliqué, ça a été très serré pour les deux prix. Alors pour vous rappeler un peu le fonctionnement, ici ils ont choisi finalement leur discours préféré, sans savoir si c'était un cinquième ou un réto, une cinquième ou une réto. Et puis une fois qu'ils avaient choisi celui-là, ils ont dû choisir alors le meilleur ou la meilleure de l'autre catégorie, si vous voulez. Comme ça, on a le premier prix général et puis le deuxième prix de l'autre catégorie. Voilà. Bon, vous avez compris le truc, mais c'était vraiment serré dans les deux cas. Et voilà, il a fallu trancher. Alors voilà, on va appeler dans un désordre complètement anarchique les 8 candidats qui n'ont pas alors reçu ni le premier ni le second prix, mais il n'y a pas du tout d'ordre de classement ici dans ce cas-ci. Et on va commencer avec Nathan Scholzem. Nathan est ici. Alors, on doit le dire déjà, c'était très serré déjà, voilà, pour un des prix. Alors, le jury a relevé énormément d'humour, d'aisance et de naturel dès la mise en situation, dès le début. Il y a un vrai talent inné ici chez Nathan pour la prise en parole en public, une très bonne posture, une grande présence, il prend l'espace à lui tout seul. Alors tu as aussi donné du sens au thème et avec aussi le sens de la formule et un vrai fil conducteur que tu utilises du début à la fin. Et en fait, tu as donné l'impression de prendre beaucoup de plaisir à le faire. Et ça en a donné beaucoup au jury et j'imagine aussi au public. Bravo Nathan. On peut appeler Malik Dikichi. Bravo Malik. Alors, ce que le jury a relevé notamment, c'est ta grande... Voilà, c'est que c'est bon. Est-ce que peut-être Michel, bon c'est pas grave, je vais parler fort. Il est mort. Voilà. Oui, attends. On va déjà le faire quand même comme ceci. Ce qu'on a relevé, c'est déjà une grande capacité de mémorisation. Rappelons que tout ça a été fait sur une seule journée et qu'il a été détaché du texte quasiment du début à la fin. C'est un vrai mini-exploit d'une certaine manière. Avec une prise de position très claire et très courageuse aussi contre la phrase initiale. Donc là, il a décidé de se mettre contre la phrase « nous sommes ce que nous n'avons pas fait ». Édouard Louis dit non, en fait, ce n'est pas cela, et moi je propose quelque chose d'autre. C'est un vrai courage. Utilisation aussi de techniques de questionnement du public. Ça, c'était très fréquent, le public se sentait vraiment investi. Tu as aussi une certaine gravité aussi, qui en impose pour ton âge d'une certaine manière, mais vraiment tu arrives avec une posture, une gravité, sans te prendre au sérieux, mais en parlant avec beaucoup de sérieux. Et tu as commencé ton texte en nous posant des questions, et finalement tu le termines aussi en nous laissant plein de questions, et là aussi il y avait une sorte de fil conducteur qui a bien fonctionné. Bravo Malik. On va appeler Florian Kounas. Voilà, bravo Florian. Ah ben oui, tu ne t'es pas démonté malgré les problèmes techniques que tu as rencontrés, ce problème de vision du truc, mais franchement, le jury a vraiment remarqué que tu as réussi à garder, à en jouer finalement même de ce problème, à le tourner quasiment à ton avantage. Et le public a aussi, le jury a aussi relevé une grande sincérité dans ton propos, dans ta manière d'être, mais aussi dans ton propos. Alors, il a été aussi dit que tu avais proposé un texte organique. Un texte organique avec des idées qui s'enchaînent de manière naturelle, et ça a été relevé par le jury. Tu parviens aussi à bien transmettre des leçons de vie, notamment le poids du regard des autres, dont il faudrait se défaire, et voilà, ça sont vraiment des pensées assez intéressantes et qu'on peut prendre pour soi. Et voilà, on sent, en fait, ils ont senti que tu vivais ce thème de l'intérieur, et qu'il y avait, voilà, encore une fois, une grande sincérité. Bravo, Florian. Élodie Debève.
Bravo Elodie, qui avait remporté le prix des 5e de l'année passée, il faut le rappeler. Avec ici une véritable analyse profonde de la phrase de base et une volonté de la décortiquer dans ses moindres détails. Ça a été relevé. Aussi une vraie présence sur scène. Sans beaucoup de chichi, sans en faire des tonnes, mais tu prends aussi l'espace par ta présence, mais aussi par ta voix et par une diction irréprochable. Et puis, ce qui a été relevé, c'est une réflexion très mature aussi sur les besoins construits par la société, qui dénote une véritable maturité de réflexion. Bravo, Elodie. Mariam et Sabir. Alors Mariam aussi, elle bénéficie d'une très belle présence, d'une belle prestance. Pareil aussi, bravo, très bien pour l'articulation, l'élocution, rien à dire à ce niveau-là. Et tout cela est doublé aussi d'une belle plume, d'une belle écriture, avec un réel plaisir. On sent que tu as appris à jouer avec les sonorités. À un moment où il a été dit, ah bah tiens, elle pourrait faire du rap ou un truc comme ça. Il y a un vrai flow là que tu as montré. Tu t'appropries aussi le thème à ta sauce, avec une vraie personnalité et avec un discours aussi très positif. Et ça fait du bien évidemment par les temps qui courent. Et voilà, et aussi tu joues, il y a plein de bonnes choses en fait à dire ici, tu joues aussi avec beaucoup de naturel. Alors, tu as repris avec... Oui voilà, non, c'est pas ça aussi. L'événement aussi qui s'est passé, c'est qu'après l'interruption évidemment, eh bien, tu as réussi à revenir avec beaucoup de naturel et c'est passé vraiment. Et ça c'est une vraie maîtrise, une vraie maturité encore une fois. Bravo notamment pour ça. Bravo Mariam. Iba Akiki. Alors Iba, elle dénote une grande conviction. Iba, elle montre un véritable engagement. Elle vient avec ses idées, elle veut vraiment les faire passer. Et là, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui a été ressenti par le jury, avec une vraie posture aussi, une belle présence scénique. Tu utilises aussi plein d'exemples concrets, bien choisis pour illustrer tes convictions et ton propos, et une fin très puissante, très marquante. Prenez les armes, c'est ça. Et puis je m'en vais. Ciao, prenez les armes, je m'en vais. Waouh, là ça en a mis plein la vie à tout le monde. Bravo Iba pour tout ça. Qu'est-ce qui reste ? Je vais appeler Louise Bovy. Voilà Louise, bravo, alors ça a aussi été très serré te concernant, il faut bien l'avouer. Tu as très bien cerné la phrase de base, celle de Blaise Pascal, avec un beau message final aussi. Rechercher le bonheur simple et gratuit, c'est un peu le message que tu portais, c'était très beau. Tu essaies aussi à tout moment de sentir comment est ton public, comment il vit, et tu joues avec ça, et tu as réussi, je crois, à le conquérir et à l'amuser beaucoup. En effet, il y avait une vraie jovialité dans tout ton discours, sans se prendre au sérieux, mais en étant quand même tout à fait sérieux au niveau du propos, et c'est ça qui est beau, parce que tu proposes une critique pertinente de la société, mais que tu traites toujours avec humour, en décortiquant comme ça certains clichés de manière très intéressante. Une bonne maîtrise aussi de la voix, et aussi du jeu sur les pauses, ce qui est assez rare, mais que tu arrives à faire avec beaucoup de brio. Bravo Louise. On va appeler Louane Enretin. Louane, ça a été très très serré. Voilà, ça fait partie aussi des dilemmes qui ont dû être soulevés par le jury. Alors, ce qui a été relevé, plein de belles choses. De belles intonations et des intonations variées. Une introduction très drôle, efficace, où tu captes l'attention de tout l'auditoire, et parfois
quand on a une bonne accroche, ça s'arrête là. Mais non, après, ça relance, et tu relances sur des choses, ça décolle bien après, quoi. Il n'y a pas juste une introduction intéressante. Le reste décolle. Une vraie présence, une vraie aisance. Le jury a pris en fait un réel plaisir à te suivre de bout en bout. Ça, c'est quand même assez remarquable. Avec un argumentaire très bien construit et chiffré, où tu assumes en fait tes idées jusqu'au bout, en les nuançant sur la fin, mais avec une vraie conviction personnelle. Tu utilises aussi des techniques oratoires subtiles, avec notamment une variation de rythme. Tu accélères, tu décélères, et aussi une capacité assez remarquable à capter l'attention du public. Tout le monde s'est senti concerné par ton discours. Bravo Louane. Et voilà, on arrive alors aux 2 prix spéciaux. Je vais citer ici, je vais appeler le 2e prix. C'est Jean. Voilà, Jean donc qui remporte cette année le prix des 5e. Alors, c'était, voilà, encore une fois très serré, mais voilà, tu as réussi à sortir vainqueur dans ce prix, dans ce concours. Ce qui a été relevé, c'est beaucoup d'humour. C'était drôle du début à la fin. Mais pas que ça, il y avait de la suite dans les idées. Avec notamment cette histoire de pomme qui parcourt comme ça tout ton texte et qui revient du début à la fin. Une langue claire et limpide aussi, facile à suivre, mais pas simple, mais pas simpliste. C'est ce qui a été dit. Alors tu réussis aussi à faire un pont entre Cervantes et Jephtuche. Bon, ben voilà. Ça, il fallait le faire et tu l'as fait, tu as osé. Alors tu pars d'éléments personnels, du vécu personnel, pour finalement l'élever à un degré quasi philosophique. Et ça, c'est vraiment remarquable. Tu parviens en outre à imposer une vraie personnalité originale. Ça aussi, c'est ce qui a été relevé par le jury. Et finalement, un plaidoyer pour des loisirs utiles et bien employés. C'est quelque chose de très original, de très personnel et qui a fait mouche. Bravo, Jean. Et donc, le premier prix, la grande gagnante de ce tournoi d'éloquence 2024, c'est Elodie Jensen. Voilà. Alors, bravo Elodie. Il y a quelques mots comme ça qui sont revenus dans les discussions du jury. Je vais les citer comme ça. Brillant, innovant, captivant. C'était un peu en résumé ce que tu as proposé. Tu as proposé une sorte de comptine, de balade argumentaire. Alors c'est tout à fait un ovni. Il y a beaucoup d'émotions là dans le public, c'est très bien. Sur scène, c'est une sorte d'ovni. C'est très original, ça dénotait du reste, mais ça restait quand même dans le thème, finalement, dans le thème de l'éloquence, parce que tu racontais une histoire, mais tu faisais passer aussi un message. Tu as réussi à happer le public, je pense, qu'il n'y avait pas on entendait les mouches voler, pardon, et les moches aussi d'ailleurs. Et voilà, et à emmener comme ça tout le public du début à la fin de ton histoire. Tu parviens à garder le fil conducteur aussi tout au long, bravo. Grande qualité littéraire, vraiment c'est agréable à t'entendre, ça doit être aussi très agréable à lire. Je crois qu'il a été dit aussi par un membre du jury, au début je croyais qu'elle citait une romancière ou un romancier, puis finalement, sinon c'est elle qui écrivait son histoire, bravo. Et quelle audace aussi, en effet, c'est une vraie prise de risque que tu as prise ici, de raconter une histoire au tournoi d'éloquence, mais ça a tout à fait fonctionné, avec aussi dans cette histoire une sorte de happy end, évidemment, puisque c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, oui, mais c'est aussi là que s'inscrit l'espoir. Et voilà, on termine là-dessus, et voilà, bravo. Bravo Elodie. Et pour terminer, le prix du public cette année, donc vous avez choisi le prix du public qui est offert par l'association de parents, on les remercie encore une fois, est attribué à Louane Enrotin. Bravo. Voilà. Et en effet, c'est sans doute tout aussi mérité, c'était très très serré, donc voilà, bravo. Merci à vous, bravo à tous les candidats. Merci encore au jury. Merci à Monsieur Blinger. Il est tard, on va clôturer là-dessus.
N'oubliez pas que le Centre Charlemagne organise aussi des pièces de théâtre qui auront lieu ici au mois de mars. Les dates très exactement les 20, 27, 28, 29 et 30 mars prochain. Donc venez nombreux, c'est ici. Voilà, merci, bonne soirée, à l'année prochaine.